plaisir à accueillir Gilles Babinet. Gilles Babinet qui est Digital Champion, comme on dit, c'est-à-dire le représentant de la France auprès de la Commission européenne, qui est également un entrepreneur dans le numérique, qui dirige notamment Captain Dash, mais qui a investi dans de nombreuses startups, qui est également un auteur, et j'allais dire un penseur de la révolution numérique. Il a écrit un livre qui s'appelle Big Data, penser l'homme et le monde autrement, et apparaître, je crois, cette semaine, si je ne me trompe pas. Le 1er décembre. Transformation digitale, l'avènement des plateformes, histoire de licorne, de data et de nouveaux barbares. Donc autant dire que Gilles est particulièrement bien placé pour parler de ce sujet. J'ai envie de commencer, Gilles, par poser la question peut-être que tout le monde se demande depuis les 2 jours où on a évoqué la Smart City, la technologie, la ville inclusive, c'est-à-dire jusqu'où, quelles sont les limites et les dangers du tout technologique. On a tendance à penser que la technologie va résoudre nos problèmes, et on s'aperçoit peut-être que le risque, c'est que le numérique soit réservé à quelques-uns, et que tous, puisque notre thème c'est les villes pour tous n'en profitent pas. Comment est-ce qu'on peut faire, alors que les datas, c'est le monde justement des datas fabriquées par tous, pour que cela profite à tous et que les usages finalement soient non pas excluants mais inclusifs? Je crois qu'avant tout, il y a une façon dont on pose la question. C'est-à-dire que est-ce que l'objectif c'est de mettre de la technologie ou est-ce que l'objectif c'est de servir la ville? Et me semble-t-il, la réponse c'est plus de dire que la technologie doit disparaître. Elle doit s'effacer face aux usages réels. Et je suis très attaché finalement à ce que l'inclusion des technologies parte avant tout des usages et de la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire que très clairement, je crois que c'est un écueil qu'on a souvent rencontré lorsqu'on en venait à parler des smart cities, c'est que y a évidemment une partie de ces smart cities qui est extrêmement technologique. Je pense par exemple aux smart grids qui ne sont pas vraiment des technologies dédiées à être en interaction permanente avec les citoyens, en ce sens où ceux-ci sont partie prenante du système, en tout cas dans leur première phase. Mais de l'autre côté, on a des technologies qui sont potentiellement très très inclusives. Je pense par exemple aux outils de participation démocratique, mais ils ne le sont qu'à condition qu'ils soient contextualisés. C'est-à-dire que de dire on va mettre le même schéma directeur quelle que soit la ville, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est interpellé, entre guillemets, avec un environnement culturel, on se doit, pour que la technologie disparaisse, de l'adapter. Et c'est à cette condition qu'on réussit à faire des villes qui fonctionnent. Alors faire disparaître la technologie, ça peut paraître contre-intuitif, parce que quand on regarde la réalité, on va en parler tout à l'heure avec le NUMA, la ville, et c'est assez fascinant d'ailleurs, génère un nombre de start-up, c'est quelque chose d'extraordinaire. La plupart des start-up finalement travaillent sur la question de la ville. Alors est-ce que c'est lié au fait que finalement la ville ce sont des flux, et que de ces flux on fait la data city et on crée ces nouveaux usages, ou est-ce que c'est simplement lié à la concentration des talents qui effectivement sont aujourd'hui dans les villes? On sait que Paris est devenu et va devenir encore plus l'année prochaine avec Station F la ville européenne où il y a le plus d'incubateurs, les plus gros incubateurs. Comment est-ce qu'on peut comprendre que cette appropriation finalement de la ville par le monde de la technologie? Alors, on dit, on fait l'apologie des startups, et je crois que c'est légitime. Hein. Moi-même, je crois que les startups ont toute leur place, mais c'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire que dans la deuxième révolution industrielle, un économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul David et qui documente finalement ce passage de la première à la deuxième révolution, il observe qu'il y a quelques endroits dans le monde, en France, autour de Lyon principalement, où il y a une sorte d'émergence de talents et d'entrepreneurs, et que ces entrepreneurs mettent en œuvre les techniques qui sont issues de la deuxième révolution industrielle. Et c'est le propre des révolutions. Les révolutions sont caractérisées par le fait qu'on ne sait pas où on va, et que donc il faut des innovateurs qui prennent des risques, qui se plantent, pour qu'il y en ait quelques-uns qui réussissent à l'égard des smart cities, comme d'ailleurs des autres domaines d'application du digital. Il faut qu'on ait beaucoup de start-up, et ça évite finalement d'avoir de regarder son doigt plutôt que le soleil. C'est-à-dire que certaines vont se planter, et c'est pas pour autant qu'on va pouvoir dire tout de suite la démocratie participative, ça ne marche pas, comme je l'ai entendu encore récemment.
C'est-à-dire que oui, les expérimentations de la ville de Paris en matière de démocratie participative pourraient être probablement plus inclusives. Et oui, on pourrait avoir plus de design citoyen au travers de ces plateformes. Est-ce à dire que ça ne marche pas? Non, je crois que ça veut dire que les Parisiens ont des caractéristiques de mobilisation qui sont différentes des habitants de Stockholm ou d'autres villes scandinaves ou de Medellín, et qu'il faut trouver ces mécanismes pour réussir à les mettre en œuvre. Et encore une fois, ça repose beaucoup sur des caractéristiques culturelles intrinsèques à chacun des territoires. Et c'est là où d'ailleurs ça montre que le tout technologique est en soi limitatif. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de designer au sens de l'approche désignard latine du terme, et en prenant en compte d'une façon très holistique l'ensemble des jeux de contraintes, eh bien on ne réussit pas. Donc moi j'aime bien le code, je suis fasciné par toutes ces choses-là et tout ça, mais tout ça c'est secondaire, ça doit s'effacer devant l'expérience. Vous savez, chez Facebook, il y a une règle qui est devenue la première règle depuis 2 ans, qui est UX Rules. Désolé de faire de l'anglais, mais ça veut dire l'expérience utilisateur passe avant toute chose. Et vous redessinez finalement tout, y compris la régulation, à partir du moment où vous avez une expérience qui est efficace. Hier, on avait Stéphane Richard, le patron d'Orange, qui était là, qui a fait une phrase qui a été pas mal partagée sur les réseaux sociaux, qui est assez évidente en soi, mais dont on n'a pas forcément pris toute la mesure, c'est le smartphone devient la télécommande de la ville, et de nos vies d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que, avec le smartphone, finalement, puisque tout le monde, en Afrique notamment, il disait 1 milliard de smartphones, on est dans une révolution copernicienne complète avec le smartphone. On est en mesure de fabriquer, d'inventer une autre façon, des innovations sociales qui étaient impossibles avant son existence? Alors j'ai envie de dire qu'il y a 2 réponses à ça. Il y a, oui, la réponse extraordinaire qui consiste à dire on assiste en Afrique en particulier, continent qui m'intéresse beaucoup, à une forme de leapfrog. Je crois que c'était le titre d'ailleurs de votre cahier spécial Afrique. Et de votre conférence d'Africa for Tech. Exactement, tu as lancé Africa for Tech. Que j'organise. Et donc on voit tout d'un coup les Africains qui passent à 1% de pénétration des télécommunications. C'est Stéphane Richard qui le disait l'autre jour. À 80% aujourd'hui. La Côte d'Ivoire et d'autres pays d'ailleurs qui sont à plus de 50% de pénétration des smartphones, et des opportunités sociales et économiques absolument extraordinaires. Je ne vais pas vous raconter M-Pesa, je pense que tout le monde a à peu près à l'esprit, un système de mobile banking qui équipe maintenant 29 millions de Kenyans, il y a 44 millions de Kenyans au Kenya, le revenu des Ougandais, des agriculteurs ougandais qui sont les plus pauvres des plus pauvres, qui passent de 2 à 4 dollars par jour. Alors pour vous ça vous semble très peu, mais c'est juste extraordinaire. Vous extrayez les gens de la pauvreté simplement en leur donnant 3 choses. C'est les prix des matières premières, la météo et des techniques rudimentaires agricoles. Vous faites ces 3 choses-là en 7 ans, vous multipliez par 2 le revenu de population dont les politiques structurelles de grands opérateurs comme la Banque mondiale ou la BAD se sont attelés et n'ont pas réussi en 70 ans. Il faut quand même avoir ça à l'esprit. C'est ça la révolution digitale, et je crois que c'est avant tout ça. Donc ça, c'est le côté absolument extraordinaire. Dire que le smartphone, c'est la télécom de la ville, c'est vrai aujourd'hui. Et il a raison. Maintenant, le smartphone, comme tout, a vocation à disparaître. C'est-à-dire que qui n'a pas manqué de se prendre un poteau dans la rue en se baladant avec un smartphone et bientôt, c'est la puce implantée dans le cerveau qui va remplacer le smartphone. Ça, c'est les transhumanistes. Et qui n'a pas reproché à ses enfants d'être dans une bulle sociale du fait du smartphone. Donc tout ça, ce sont des étapes intermédiaires qui montrent bien qu'on doit apprivoiser la technologie et éviter de se faire apprivoiser par la technologie. Parce qu'il y a évidemment aussi une certaine forme de design social à créer pour que cette technologie soit vraiment utile au vivre ensemble. Alors je l'ai dit rapidement, mais je le redis, Gilles Babinet a lancé un mouvement, je l'appellerais ça plus un mouvement, qui s'appelle Africa for Tech. Et on converge avec toi à la tribune, puisqu'on a lancé la tribune Afrique, comme Jean-Christophe Tortora vous l'a dit. On a effectivement le sentiment que dans les pays du Sud, des innovations sociales permises par les technologies permettent à la fois d'aller plus vite par rapport à des infrastructures qui ont du mal à être construites au même rythme que l'explosion démographique. Et donc, on invente des usages. Tu as cité M-Pesa, mais on en voit plein d'autres émerger en Afrique. La blockchain, par exemple,
cette technologie de désintermédiation qui est à l'origine du Bitcoin, mais qui peut s'appliquer à plein d'autres domaines comme l'énergie, au cadastre par exemple, aux questions de propriété. En Afrique, on l'applique déjà. Est-ce qu'on pourrait dire par une sorte de retournement de l'histoire que on va avoir une reverse technologie qui viendrait des pays du Sud et qui nous apporterait des usages sociaux notamment, auxquels nous, pays peut-être trop riches, comme tu l'as dit, centrés sur nous-mêmes et moi et mon smartphone, n'avons pas pensé? On le peut fondamentalement. C'est tout l'enjeu d'ailleurs d'Africa for Tech. Moi je suis un africanophile depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, et j'ai toujours été extrêmement surpris du fait que, d'abord c'est le continent où il y a le plus d'entrepreneurs, et de très loin, 80% des gens travaillent dans le monde informel, donc par définition sont des auto-entrepreneurs entre guillemets. Et puis les caractéristiques montantes du monde qui vient, c'est d'abord d'arrêter d'utiliser des ressources de façon démesurée par rapport aux services que l'on souhaite atteindre. Et au-delà de ça, je crois, une caractéristique des Africains à réussir à innover de façon frugale, de façon rupturiste, de faire de l'innovation de rupture, c'est-à-dire de ne plus être dans ce que j'appelle le syndrome de la blouse blanche, qui consiste à améliorer des technologies de moteur explosion pendant 120 ans, puis de passer à quelque chose de totalement différent, et puis d'être dans des modèles managériaux qui sont beaucoup plus transversaux. Ça peut vous sembler surprenant, mais c'est vraiment des choses que l'on observe. Et donc le pari que l'on fait, c'est de dire, finalement, pourquoi est-ce que le modèle social et de management de demain ne viendrait pas de l'Afrique? Alors quand on dit ça, on se dit qu'il y en a certains qui ricanent un peu en se disant il est gentil Babinet, mais c'est quand même un peu farfetched ce type de choses. Mais quand vous y réfléchissez bien, eh bien, les modèles qui ont émergé, que ce soit le modèle coréen, le modèle japonais ou d'autres encore, ont émergé dans des périodes souvent qui n'étaient pas des périodes. Le modèle tayloriste, il a émergé pendant la grande crise de 29, il s'est dupliqué de cette façon-là. Et donc, les périodes d'articulation de l'histoire, où on repense finalement la relation à l'éducation, la relation à la production, c'est souvent des périodes relativement critiques. Et moi, je pense que cette opportunité d'être, entre guillemets, post-COP21, c'est une véritable chance pour l'Afrique, et ces caractéristiques de frugalité, d'innovation, de rupture, d'holacratie, d'une certaine manière, ça pourrait être le modèle du monde qui vient. Donc nous, on est très intéressés par ça. On a fait un séminaire de 3 jours à Marrakech, dans le cadre de la COP 22, où on a réuni les 50 plus grands innovateurs africains avec des grands corporates occidentaux. Et je veux dire, tous sont venus me dire après, on n'a jamais vécu un moment avec une innovation d'une telle intensité. Jamais ça nous est arrivé. Et ces innovateurs ont pris le problème avec une sorte de dystopie culturelle telle qu'ils sont arrivés seulement en 48 heures à poser les choses totalement différentes et parfois à résoudre des problèmes pour ces entreprises d'une façon qu'elles n'auraient jamais imaginé emprunter. Une des craintes qu'on a par rapport aux technologies, c'est 2 choses. Tu t'es fait connaître en disant que la CNIL était le principal ennemi de la nation, même si cette phrase, depuis, tu es revenu dessus. On aura quelqu'un de la CNIL tout à l'heure, on en reparlera. C'est la question des données personnelles, évidemment, l'anonymisation, jusqu'où on va dans l'ouverture des données publiques, dans le croisement des données. Et puis, un deuxième sujet, mais qui est finalement corollaire, c'est la crainte de la ville orwellienne, c'est-à-dire du Big Brother. On sait qu'un certain nombre d'initiatives se font dans des grandes villes comme Los Angeles, par exemple, on en parlera, qui sont dans le domaine de la sécurité, proches d'un futur à la Minority Report. Donc, toi qui regardes ça avec une certaine philosophie, est-ce qu'il faut avoir peur et quels sont les bons garde-fous, finalement, pour l'homme de la rue qui est environné de tout cela? Oui, je crois qu'effectivement, j'ai eu ces mots très durs à l'égard de la CNIL, mais que je n'ai pas récusé, entre guillemets. C'est-à-dire que, voilà, je l'ai dit, c'était un peu des éléments de langage dans un interview avec un journaliste. Il s'en est saisi pour faire le titre de l'interview. Et évidemment, ça a fait le buzz que vous pouvez imaginer. Mais je crois que tout le point, c'est de dire il nous faut des attitudes qui sont non manichéennes. C'est-à-dire qu'on fait face à une révolution industrielle, sociétale, j'aurais tendance à dire anthropologique, et comme l'homme face à tous les précédents changements de cours de l'histoire qu'il a rencontrés, on est face à l'inconnu.
Et je crois qu'à cet égard, le plus grand risque, c'est d'avoir des postures qui sont en faveur ou contre. Et c'est à nous de faire le pari de l'intelligence et de nous dire, on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas et on doit adopter de nouvelles attitudes en matière de régulation, en matière d'utilisation de ces technologies. Et c'est tout à fait le cas dans le cadre de la data. C'est-à-dire que je ne fais pas, je crois, preuve d'un quelconque angélisme. Je pense que les risques sont avérés. Je vous invite à aller voir le film Snowden, qui est actuellement sur les écrans, qui est tout à fait intéressant. J'en parlais d'ailleurs dans mon livre sur le big data. Et puis, de l'autre côté, je crois que les postures qui consistent à s'emparer d'un principe de précaution qui serait prépondérant, eh bien, ça a le risque de nous reléguer derrière d'autres acteurs. Et je pense que très souvent, c'est la conséquence de l'absence de littératie sur ces enjeux digitaux. C'est-à-dire que finalement, je dénie à des conseillers d'État le fait de pouvoir dire c'est comme ci ou c'est comme ça, sans avoir aucune idée précise du potentiel des techniques. Et c'est ce à quoi nous avons fait face. Évidemment, la CNIL a largement fait évoluer sa posture depuis, et on peut, je crois, s'en féliciter, mais je pense que jusqu'à présent, elle était beaucoup trop conservatrice. Et encore une fois, je crois que pour tout un chacun, l'idée, c'est pas d'adopter une posture préalable, mais c'est de se dire, finalement, si je prends l'ensemble des parties prenantes, quel est le potentiel de cette technologie et où sont les limites auxquelles il faut que je m'astreigne. C'est pour ça que d'ailleurs, je finirai là-dessus, je parlais l'autre jour avec des gens qui veulent mettre en place des formations de CDO, de Chief Digital Officer, ou de Chief Data Officer, et je crois qu'avoir au sein de ces formations un module dédié aux enjeux éthiques me semble assez important. Absolument, on va finir là-dessus. Gilles, merci beaucoup de ta présence cet après-midi. Tu es bien.